Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le journal. Au sommaire de ce grand journal, la mairie de Dakar sous délégation spéciale, c'est une question. Ce n'est pas l'enjeu dans l'affaire Khalifa Sall, une déclaration du porte-parole du gouvernement Seydou Gueye qui répond à cette question. Dans l'affaire Khalifa Sall, Moussa Sy critique ce qu'il appelle la sortie tardive de l'association des maires du Sénégal. Vous entendrez le maire des Parcelles d'Asseni. Le maire de Diourbel dit clairement qu'il ne soutient pas l'édile de Dakar en prison. Kaolack, dialogue de sourds entre le Conseil national de la jeunesse et l'inspecteur régional de la jeunesse. Les deux parties se braquent. C'est par rapport au choix de la personne qui doit diriger la commission régionale chargée d'organiser la semaine nationale de la jeunesse dans le Saloum. Plus d'un mois après le lancement des activités de Sénégal d'Emdik qui assure la navette entre Dakar et certaines régions de l'intérieur, les acteurs des transports en commun jugent l'impact de la nouvelle concurrence sur le travail. Les avis sont partagés à la gare des Beaux Maraîchers. Reportage donc dans ce midi. L'actualité internationale. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Le Nord Mali toujours impuissant face à la crise. Des groupes armés s'opposent à l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et deux manifestations sont prévues ce vendredi. Au même moment, le Burkina Faso a décidé d'interdire la circulation des véhicules dans les zones frontalières au Mali plutôt. Une mesure après la série d'attaques terroristes dans cette partie. Dans ce journal, des nouvelles de Yaya Jammeh qui, selon Jeune Afrique, a décidé de se lancer dans l'agriculture. Les titres sport. Sodecham, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Nous parlerons de football avec la CAN U20. Les Lionceaux en lice pour la deuxième demi-finale aujourd'hui face à la Guinée. Comment les Lionceaux doivent-ils aborder ce derby ouest-africain? Vous aurez à ce propos la réaction de Abdou Salam Lam. En Europe, on joue aujourd'hui les huitièmes de finale aller de l'Europa League avec deux chocs. Celui des Belges entre Gent et Genk et aussi celui des Allemands entre Schalke 04 et Mönchengladbach. Et nous parlerons également de basketball. Tournoi zone 2. La liste des 22 joueurs du Sénégal présélectionnés a été rendue publique, Antoine Diouf. Sodecham, développement aux alentours de 12h à 20 minutes. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, comme tous les jeudis, point de vue sur l'évolution politique actuelle au Sénégal. Nous allons en débattre vers 12h30. Bienvenue à toute heure. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La mairie de Dakar a décapité avec l'emprisonnement de Khalifa Babacar Sall. Mais pour autant, faut-il penser à une délégation spéciale? Question au porte-parole du gouvernement. Et d'après Seydou Gueye, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, ce sont les faits incriminés relatifs à la gestion de la caisse d'avance. Voici le porte-parole du gouvernement. Le bon concept, c'est une délégation spéciale, puisque nous avons des textes qui ont prévu la plupart des cas de figure. Pour l'instant, ça, ce n'est pas la question, puisqu'on a connu par ailleurs des situations où des maires n'étaient plus en position d'exercer. Vous avez un organe délibératif qui est le conseil municipal et il y a un rang. Il y a le tableau des adjoints qui peuvent continuer à expédier les affaires courantes. Je pense qu'il ne faut pas confondre les questions. L'enjeu dans cette situation, c'était de dire, au regard des faits qui sont en cause, il y a des pratiques, des attitudes et des actes qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales. Il y a également des actes qui ne sont pas conformes à l'éthique de la probité, à l'éthique de la bonne gouvernance. Puisque l'enjeu que nous avons tous en commun, c'est de répondre de cette qualité et de ce nouveau statut. Consacré depuis le référendum du 20 mars, le Sénégal a passé l'étape de démocratie majeure. Nous avons l'ambition, et nous le sommes, une démocratie modèle. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Il est très facile d'arrêter un maire. Il faut réfléchir par rapport au statut de l'élu local. Le maire de Ngatché Naoudé, dans la région de Kaolack, espère que cette affaire Khalifa Sall connaîtra une issue heureuse. Yaï Fatou Diagne au micro d'Ibrahima Jammeh. Le collègue Khalifa Sall est un collègue maire et vraiment nous déplorons vraiment cette situation. C'est vraiment dommage qu'un maire puisse être arrêté comme ça, aussi facilement. Les maires ont été élus par des populations. Moi je pense qu'il doit y avoir des voies et moyens pour mieux
gérer la question du statut de l'élu local, statut des maires. Ça, c'est une question à revisiter et nous espérons que cette crise aura un dénouement heureux pour tout le monde. Voilà. Toujours à propos de l'emprisonnement de Khalifa Sall, Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, critique ce qu'il appelle la sortie très tardive de l'Association des maires du Sénégal. D'après lui, l'AMS est une propriété du frère du président de la République. Moussa Sy au micro d'Adramé Ismaël Akoli. L'AMS n'a jamais joué son rôle par rapport aujourd'hui aux collectivités locales. C'est vrai que j'ai vu Mbaye Ndione, mais je sais que Mbaye Ndione, c'est des efforts personnels. C'est ça la vérité. C'est lui qui... C'est des convictions personnelles de Mbaye Ndione, mais c'est pas l'AMS. L'AMS, elle n'existe pas. L'AMS, c'est une propriété privée de M. Aliou Sall, frère du président de la République, pour ses propres intérêts. Donc, si vous voyez bien la subvention de l'État que l'AMS donne, allez demander les voyages. Qui voyage à l'AMS? C'est les maires du Fouta et les maires de Fatick qui voyagent. L'AMS est une privée de M. Aliou Sall. Ça n'a aucun intérêt pour les maires, aucun appui, aucun soutien, rien du tout. Où est la deuxième phase de l'acte 3? Donc vraiment, il ne faut pas perdre de temps. Moi, je pense qu'il faut penser à autre chose. On ne compte pas sur rien du tout par rapport à l'AMS. Le maire de Diourbel, membre de l'AMS, ne soutient pas Khalifa Sall. Malick Fall se désolidarise de l'Association des maires du Sénégal. Il a expliqué son attitude. Correspondance d'Abacar Diouf. Khalifa Sall perd un allié dans son combat contre la justice. Malick Fall, le maire de Diourbel, n'aime pas que son nom soit mêlé à cette histoire de soutien au maire de Dakar. Non, pas du tout, à mon point de vue. Je me désolidarise entièrement carrément de la déclaration. En tant que maire de Diourbel, j'ai toujours dit qu'il faut être transparent. Moi, je ne soutiendrai jamais quelqu'un qui fait des malversations. Ça, jamais de la vie. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et je dis, tout maire qui commet des erreurs doit être traduit devant la justice. Ça, c'est clair. D'ailleurs, le fonctionnement de cette structure qui regroupe les maires du Sénégal doit être revu, puisque ne répondant pas aux normes, selon Malick Fall. Pas du tout. Moi, en tant que membre de cette association-là, je ne suis pas consulté. C'est la raison pour laquelle je dis que je me désolidarise carrément de la déclaration. Et je soutiens que tout maire, tout Sénégalais qui fait des malversations doit être traduit devant la justice. Ça, c'est clair et je suis formel. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'on doit respecter les gens et les consulter à la base avant de prendre des décisions à leur place. C'est la raison pour laquelle je dis, moi, personnellement, je ne soutiendrai jamais dans ma vie quelqu'un qui a commis des erreurs. Ça, je le dis et je le répète. Le maire de Diourbel semble incriminer son collègue de Dakar puisqu'à l'entendre parler, c'est comme si le maire Khalifa Sall avait été reconnu coupable. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Et pour clore ce chapitre, retenez que le directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise, s'est dit surpris par les charges retenues contre Khalifa Sall, charges qu'il juge lourdes et excessives. Seydi Gassama demeure convaincu que le maire de Dakar ne s'est pas enrichi avec l'argent de la caisse d'avance. Il ajoute que le procureur de la République n'est pas indépendant. Seydi Gassama est interrogé par El Hadj Assane Gueye. Nous avons d'abord été très surpris par les charges que le procureur a émis contre Khalifa Sall, des charges extrêmement graves. Vous savez bien que pour de telles charges, notamment pour le détournement des deniers publics, lorsque la somme est supérieure à 1 million, ou vous cautionnez, ou alors on vous envoie en prison. Donc la conférence de presse du procureur nous avait laissé voir de façon claire que Khalifa Sall irait en prison. Maintenant, c'est un événement regrettable parce que de toute évidence, Khalifa ne s'est pas enrichi avec cette caisse d'avance. Il l'a certainement utilisé en produisant des justificatifs qui n'étaient pas bonnes, mais il ne s'est pas enrichi. Pour cette raison-là, je ne vois pas pourquoi on devrait parler d'escroquerie, d'association de malfaiteurs. Cela nous semble des charges extrêmement lourdes et excessives. Vous avez évoqué les propos du procureur. Est-ce que vous mettez en doute l'indépendance de la justice au Sénégal? Vous savez, ce n'est pas nous seulement qui disons que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils étaient dans les assises nationales, eux-mêmes, ils ont dit dans le rapport d'assises que la justice sénégalaise n'était pas indépendante. Les Sénégalais eux-mêmes, dans le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions, ont dit que la justice n'était pas indépendante et ont proposé, n'est-ce pas, les réformes qu'il fallait faire pour la rendre indépendante. Les juges eux-mêmes ont fait des déclarations pour dire que la justice n'est pas indépendante. Et tout le monde sait que le procureur lui-même n'est pas du tout indépendant. Seydi Gassama est l'invité de Yoon Wi avec El Hadj Assane Gueye. Vous l'entendrez de 15h30 à 16h30 cet après-midi. Il est 12h10. RFM.
94.0, la radio en Fisson. Antoine Diouf. Semaine nationale de la jeunesse, le conseil régional de la jeunesse de Kaolack dénonce l'intervention de l'inspecteur régional de la jeunesse qui a fait fi du choix porté sur un certain Ali Mbeng pour diriger la commission chargée de l'organisation. C'est le CRJ qui accuse ainsi et interpelle le ministre de la jeunesse sur cette affaire qui risque de perturber la semaine nationale de la jeunesse à Kaolack. Ibrahim Diamé. Les clignotants au niveau du conseil régional de la jeunesse de Kaolack ne font pas bon signe en perspective de la tenue de la semaine nationale de la jeunesse. Ces jeunes qui ont fait face à la presse ont pointé du doigt l'inspecteur régional de la jeunesse qui, selon eux, a voulu tout chambouler en remettant en cause leur choix sur le président de la commission d'organisation de l'événement, Mohamedou Habib Kébé, et le chargé de communication du CRJ de Kaolack. Nous fustigeons avec énergie cette volonté de l'inspecteur de la jeunesse de balayer d'un revers de main le choix porté sur Ali Mbeng. Et nous pensons que c'est scandaleux à deux niveaux. C'est d'abord scandaleux parce que c'est un manque de respect au conseil régional de la jeunesse et à ses membres qui ont choisi démocratiquement M. Ali Mbeng. Imposant ainsi au conseil régional de la jeunesse un autre, c'est s'immiscer négativement dans la gestion de la représentation de la jeunesse régionale. Ainsi, ils interpellent le mise en cause et demandent au ministre de la jeunesse de réagir. À défaut, ils vont saboter l'événement en le boycottant tout bonnement. Nous demandons alors solennellement à l'inspecteur et au gouverneur de respecter le choix du conseil régional de la jeunesse qui est de maintenir M. Ali Mbeng à la tête de la commission organisation. Et nous interpellons le ministre de la jeunesse, M. Mambay Niang, sur la question qui risque de saboter les manifestations de la semaine régionale de la jeunesse. Selon toujours ces jeunes, l'inspecteur régional de la jeunesse veut semer la division à leur sein, ce qu'ils ne vont pas accepter, disent-ils. La semaine nationale de la jeunesse est prévue du 27 mars au 3 avril prochain. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. L'inspecteur régional de la jeunesse de Kaolack explique à son tour le sens de sa démarche. C'est pour des raisons d'efficacité qu'il ne peut pas accepter le choix de quelqu'un qui ne réside pas à Kaolack commune, et si cela qu'il qualifie de minoritaire boycott, tant pis pour eux. Adi Nyokhor Ndiaye, il est l'inspecteur régional de la jeunesse de Kaolack. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Diamé. Moi je leur ai rétorqué que je ne mettrai pas président de commission une personne qui n'est pas à Kaolack commune pour des soucis d'efficacité et de disponibilité. Supposez aujourd'hui qu'on prenne un gosse qui est à Nioro, qu'on mette comme président d'une commission. Quand le comité restreint qui est là, composé de l'inspecteur et des présidents de commission, doit se réunir et faire un travail préparatoire sur le terrain à Kaolack commune, cette personne-là n'a pas la disponibilité nécessaire pour répondre à l'appel de l'inspecteur nuit et jour. Moi, je leur ai dit que tous ces gens-là qui sont dans le bureau du conseil, vous pouvez leur demander de s'inscrire dans les commissions souhaités. Mais s'ils ne sont pas à Kaolack commune, ils ne pourraient pas présider une commission pour des soucis d'efficacité et de disponibilité. Et j'en ai échangé avec l'autorité. Et ce n'est pas le boycott d'une minorité de jeunes qui va empêcher que la semaine se déroule dans les règles de l'art. Ils sont minoritaires, c'est un petit groupe. Donc nous, on va organiser notre semaine. Maintenant, s'ils optent pour le boycott, tant pis pour eux. Ça, je le dis et je prends mes responsabilités. 12h13. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Sénégal Demdik a-t-il impacté négativement sur les transports en commun assurés par les véhicules 7 places et autres cars Ndiaga Ndiaye? Nous avons cherché la réponse à la gare des Beaux Maraîchers où de nombreux véhicules quittent Dakar pour les régions. Ici, les avis sont partagés. Reportage Mohamed Ali Mouba. Ce matin, décidément, ça roule fort pour Omar le chauffeur. Je suis un pilote professionnel, je connais tout. Thiès, Dakar, Kaolack, Dakar, Tamba, Dakar, partout, Ziguinchor. Il est à deux doigts de faire le plan et engager la route de Touba. La ville sainte, la concurrence des Sénégal Demdik, il ne connaît pas. Nos clients, ils viennent chaque jour sur nous parce que nous sommes les plus à l'aise que l'autre. Comment ça? Les mêmes prix sont pas pareils. Nous faisons 2000 francs, les bus c'est 4000 francs. Ensuite, première différence. Deuxième différence. Un voyageur vient ici, il n'y a pas d'argent. Il vient sur le chauffeur ou sur le coxeur. Je viens ici, je n'ai pas d'argent. J'ai que 1000 francs ou j'ai 1500. Est-ce que le Dakar Demdik va faire comme ça? Vous acceptez ça? On accepte ça. Plus loin, Diop présente son gros bus d'un autre âge. Sa bête ne respire pas vraiment la forme, mais l'homme assure que ses clients ne l'ont pas délaissé pour autant au profit de ses rivales. Non.
Les passagers ils sont sur la route, ils prennent les Ndiagadjaï. S'il part à Thiès, il paye 500 ou bien 300 francs. C'est moins cher. Les passagers veulent les véhicules plus moins chers. Pourtant, cet enthousiasme, selon cet autre chauffeur, cacherait un malaise profond. Entre la peur de la concurrence et ses effets réels, les chauffeurs partageaient. Donc on pense donc que Sénégal Demdik a négativement impacté les transports en commun. D'autres soutiennent le contraire. Nous vous proposerons un reportage sur les activités de Sénégal Demdik lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue sur Nana Tambaï. Merci Antoine. La Mauritanie d'abord, la polémique s'installe au sein de l'hémicycle. Un député mort a été accusé de racisme par un collègue noir. Le président de l'Assemblée nationale a dû suspendre la séance pour calmer les nerfs. Nouakchott Mohamed Diop. Saoudatou Wane, une députée noire de l'opposition, interrompt son collègue du pouvoir, un mort, Mahfoud Oulbigaït. Elle l'accuse d'avoir tenu un discours humiliant les Noirs. Le député mort demandait à ses collègues d'apprendre à parler l'arabe et d'éviter la traduction, justifiant que l'arabe n'est pas seulement la langue des morts, mais aussi celle du Coran. Ce qui est pour Saoudatou Wane une énième tentative des morts de dominer les autres communautés. Les Peuls, les Soninké et les Wolofs, dont les langues sont reconnues dans la Constitution à côté de l'arabe, la langue officielle. Saoudatou Wane dira « Vous essayez par tous les moyens de nous priver de nos droits. Vous voulez cerner les Noirs, mais vous n'y parviendrez jamais. » Son collègue mort réfute ces accusations et même d'autres accusations qui laissent croire que les morts dominent les institutions militaires et sécuritaires, le commerce et même Tafar Zeina, le célèbre quartier chic de la capitale Nouakchott. Nouakchott, Mohamed Diop, RFM. Au Mali, la situation n'évolue pas entre le gouvernement et des groupes armés. Ce sont ces mouvements qui s'opposent à l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou. En début de semaine, il y a eu des échanges de tirs dans la ville. Et ce vendredi, 2 manifestations sont prévues. Abdou Diouf Junior. Le statu quo, oui, mais surtout l'ébullition à Tombouctou ce vendredi. Un 10 mars de tous les dangers au Nord Mali, 2 manifestations d'envergure y sont prévues. L'une partira vers l'aéroport, l'autre vers l'Assemblée régionale. Des manifestations auxquelles devrait participer une partie de la société civile qui soutient le Congrès pour la justice dans l'Azawad. Le CJA qui s'oppose à l'installation des autorités intérimaires. Les discussions avec le gouvernement sont donc toujours au point mort. Le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ak Erlaf, a cédé sur toutes les doléances relatives à la représentation du groupe armé dans les commissions. Il a même proposé des postes de conseillers spéciaux aux côtés des autorités intérimaires. Hélas, ces propositions n'ont pas suffi à calmer les ardeurs des manifestants. Le Congrès pour la justice réclame un élu au sein même de ces autorités. Il n'y a pas eu de décret dans ce sens en Conseil des ministres ce mercredi. Les discussions vont donc continuer. Pendant ce temps, les groupes armés détiennent 3 checkpoints censés être contrôlés par l'armée malienne aux abords de Tombouctou. Au même moment, le Burkina Faso interdit la circulation à la frontière avec le Mali à certaines heures. L'interdiction concerne les véhicules à 4 roues, les motos, les tricycles et les vélos. Désormais, ils ne pourront plus circuler dans cette zone de 17h à 6h du matin. Seules les ambulances munies de laissez-passer pourront circuler. Ces mesures font suite à la série d'attaques terroristes dans le nord du pays. Vendredi dernier, un directeur d'école et un villageois près de la frontière ont été tués par de présumés terroristes qui se sont enfuis au Mali à bord d'une moto. Sornanata Yaya Jammeh a fait sa reconversion. L'ex-chef d'État gambien Antoine veut investir dans l'agriculture. En Guinée équatoriale où il se trouve, il a fait part de ses intentions aux autorités locales. Celles-ci n'y voient pas d'inconvénient puisque le pays regorge de terres fertiles disponibles. Parallèlement, un autre sujet préoccupe Jammeh. La justice gambienne aurait ouvert une enquête sur le détournement présumé de près de 5 milliards de francs CFA. Mais Malabo fait déjà savoir qu'il n'y a aucun accord d'extradition entre les deux pays. Côte d'Ivoire, très attendue la décision des fonctionnaires
fonctionnaires sur la reprise ou non de leur mouvement d'humeur. Les discussions sont toujours en cours entre les syndicats et le gouvernement, mais les fonctionnaires restent sceptiques. Ils vont prendre leur décision aujourd'hui. Mélanie Aminata Sambou. Les fonctionnaires sont en grève depuis le 23 janvier. Le gouvernement demande aux syndicats de suspendre cette grève. Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la poste, porte-parole du gouvernement, explique. Taire les revendications, ce n'est pas les enterrer définitivement. Pour lui, l'objectif est de trouver des solutions qui permettent à l'économie ivoirienne de continuer à créer de la richesse. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, souligne un amalgame. Il n'a jamais été question de mettre entre parenthèses les revendications. Une assemblée générale sera tenue ce vendredi pour prendre des décisions sur la reprise, oui ou non, de la grève. Les rideaux sont tombés sur le premier forum des panafricaines à Marrakech. Marrakech, Antoine, la ville ocre, c'est au Maroc. Un réseau est mis sur pied avec une charte et les femmes journalistes en Afrique comptent sur cet outil pour accentuer leur présence et se battre pour de meilleures conditions de travail. Notre envoyé spécial à Casablanca, à Wambaye. La charte est signée par plus de 100 femmes journalistes qui ont formulé une trentaine de recommandations. Le réseau des panafricaines est donc né et l'initiatrice est Fatiha Eleoni, journaliste marocaine, se dit optimiste mais invite ses camarades à relever le défi ensemble. Il faut que nous travaillions ensemble durant toute l'année. Quand on va se retrouver l'année prochaine, Inch'Allah, nous aurons encore d'autres outils et on verra où nous sommes arrivés. Il faut que ça tienne. C'est un pari que nous avons lancé. Vous êtes déjà là. Vous avez fait des milliers de kilomètres pour nous rejoindre. Il ne faut pas qu'on s'arrête avec un élan aussi beau de partage, de liens, de synergie qui se sont créés ici. Ourey Thiam du Sénégal pense que les femmes journalistes en Afrique doivent s'ouvrir au monde et ce réseau vient à son heure. En tant que femme, aujourd'hui le challenge qui se pose à nous, c'est de nous battre à faire de telle sorte que ce réseau soit vivant et performant et que l'Afrique puisse y gagner. Le monde d'aujourd'hui est un monde de networking. Le monde d'aujourd'hui est un monde de réseau. Le monde d'aujourd'hui est un monde de connexion et les femmes journalistes ne doivent pas être en reste. Pour l'une des représentantes du Mali, Asmao Bari, il ne faut pas perdre de temps. L'application de la charte doit être vite effective. Je ne souhaite pas qu'au sortir de ce premier forum-là, un an après que nous n'ayons pas de résultats atteints, que nous ne puissions pas dresser un bilan positif de notre rencontre à Marrakech. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut aller vers les actions. Créer un vrai leadership des femmes journalistes sur le continent, le défi des panafricaines. Marrakech, à Wambaye pour la RFM. Merci à Wambaye et Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci à vous, Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur l'évolution politique actuelle au Sénégal. Le débat, c'est dans quelques minutes. Rebonjour Sodakam. Bonjour à Antoine Jofa. Les sports, le football d'abord avec la CAN des U20. Le Sénégal joue sa demi-finale aujourd'hui. Les Koto Boys affrontent la Guinée cet après-midi à Ndola. La rencontre est prévue à 16h. Comment les Lionceaux du Sénégal doivent-ils aborder ce derby ouest-africain? Tentative de réponse avec Abdou Salam Lamo au téléphone de Malaji Nordiagne. Donc c'est l'autre demi-finale de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Guinée. Le Sénégal qui a déjà atteint son premier objectif, c'est-à-dire se hisser pour la qualification au mondial, voudra en tout cas réaliser sa performance. Lors de la dernière édition, l'avant-dernière édition donc au Sénégal en 2015, le Sénégal était finaliste. Donc le Sénégal se voudra de se qualifier en finale, donc de remporter cette coupe, d'autant plus que le Sénégal est rentré petitement dans cette compétition. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes équipes ne meurent pas. Le Sénégal se rescapé donc du tableau de 2015 donc pour la Coupe du Monde voudra en tout cas assurer compte tenu de son expérience. La Guinée ne se laissera pas faire et je pense que ce sera un match très épique, mais je pense que quand même le Sénégal a un peu la faveur des pronostics. Les Lionceaux doivent jouer naturel comme ils l'ont montré. Ils ont montré que c'est une équipe avec une force mentale vraiment au point, une équipe expérimentée du point de vue de son staff, de quelques éléments, une équipe qui a également de bonnes individualités et les dangers peuvent venir de toutes parts. Donc je pense que le Sénégal doit jouer son match en tant que, en tout cas, premier du groupe et une équipe qui devrait pouvoir gagner la coupe doit marcher sur l'équipe guinéenne. Mais attention également à la Guinée.
parce que la Guinée a surpris, la Guinée a produit un beau jeu et pour un derby, c'est un match qui se gagne. Donc, il faudra également faire attention, surtout au niveau de l'arrière-garde sénégalaise. Abdou Salam Lam, hier Antoine, le pays hôte a sorti l'Afrique du Sud. Les Zambiens ont battu les Sud-Africains par 1-0. La Zambie donc va connaître son adversaire pour la grande finale dès ce soir. En Europe, on joue les 8e de finale aller de l'Europa League. À 18h d'abord, Apoel fera face à Anderlecht, FC Rostov face à Manchester United, FC Copenhague à Ajax Amsterdam. À 20h05, Celta Vigo face à Krasnodar, Olympiakos Beşiktaş et puis le derby belge Gent face à Genk et Schalke 04 face à Mönchengladbach pour les Allemands et puis Lyon face à AS Rome. En basket Sodacam, tournoi de la zone 2, la liste des 22 joueurs du Sénégal présélectionnés a été rendue publique. Et puis on y retrouve 11 joueurs expatriés et également 11 joueurs locaux. Et sur ce, le coach adjoint de l'équipe nationale du Sénégal, Dame Diouf, revient sur le choix des joueurs, surtout du côté des expatriés. Dame Diouf, que je vous propose d'écouter. Le choix des expatriés, bon, on a travaillé depuis très longtemps. Depuis presque 4 mois, on est là-dessus. Donc, il fallait d'abord déjà cibler le groupe qui était parti au pré-olympique. Maintenant, voir les disponibilités des uns et des autres. Après, dans un deuxième temps, essayer de cibler d'autres jeux potentiels de rejoindre le groupe. Après quelques défections de ceux qui étaient partis au Tekio, essayer de refaire le vide, quoi. Mais tout dépendait aussi de la disponibilité des uns et des autres. Alors, coach Dame, quand est-ce que ces expatriés vont rejoindre le groupe? Bon, il y en a qui arrivent à partir d'aujourd'hui, le 9. Bon, je pense que le gros du troupe va arriver à partir du 12. Après le retour du Cap-Vert, comment est-ce que vous trouvez vos 3 adversaires? On n'a pas d'informations sur nos adversaires, mais le Cap-Vert, il a l'habitude de la compétition. Le Mali avait compté sur des joueurs expérimentés. Bon, donc je pense que la Guinée aussi, il faut pas les sous-estimer, passer des qualifs, donc tout le monde va mettre son maximum pour décrocher une place. Donc c'est ça, quoi. Il faut prendre tous les adversaires au sérieux et travailler sur ça, quoi. Et puis retenez que le tournoi est prévu à Bamako du 17 au 19 mars prochain pour la phase aller et du 24 au 26 à Dakar pour la phase retour. Le Sénégal partage le même groupe que le Mali, la Guinée et le Cap-Vert. Antoine Diouf, c'est bien, on finit cette page des sports. Je vous remercie, Soda Chama. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, c'est avec Abdoulaye Ndiaye. Revoilà en effet que tout un pays, par la volonté de quelques-uns, pourrait être entraîné dans les tourbillons d'une atmosphère pesante. Voilà même qu'il semble être de plus en plus pris dans une nasse politicienne. Pour autant, nous devons éviter d'en donner l'image d'arène sanglante, pour reprendre le titre d'un roman de l'espagnol Blasco Ibáñez, où il est justement question de tauromachie et de lutte sans merci. Encore que chez nous, l'on doit savoir délimiter les frontières à ne pas franchir qui marquent notre commune volonté de vivre en commun. Toujours est-il que la perspective d'élection exhume des rancœurs, attise des passions et alimente des propos d'excès. Pire, elle installe des suspicions entre acteurs politiques. Vous comprenez alors qu'une telle situation ne puisse être propice ni au partage ni à la préservation de valeurs qui fondent une société démocratique dans laquelle la compétition politique n'est qu'une expression parmi tant d'autres. Et qu'à ce propos, nous sommes au regret de constater qu'entre pouvoir et opposition, à l'intérieur de chaque entité, dans les coalitions et regroupements, les positionnements à caractère électif embrasent les relations et font le lit d'âpres batailles sur unique fond d'intérêt personnel. On mesure cela avec une jeunesse rivalisante dans les partis de la majorité, pressée de jouer les premiers rôles, ou une frange adulte écartelée entre arrogance et insoumission, toute chose qui ne manque d'affecter et la cohésion et l'image des mouvements qu'ils représentent. Mais en face, c'est aussi une opposition qui reconduit la ritournelle sur le rejet d'un ministre pour l'organisation des élections du seul fait de son appartenance politique, avec un doute émis sur sa neutralité. L'argument peut paraître acceptable sans être convaincant à l'absolu. Si l'on se fie à un passé récent, une administration électorale n'a-t-elle pas réussi des consultations zéro contestation?
Ce serait à notre avis faire injure à l'intelligence de nos compatriotes que de les croire manipulables ou incapables d'émettre un vote de choix indétournable, voire protégé. C'est pourquoi nous disons qu'au-delà des broncas qui accompagnent les veilles d'élection, au-delà des montées de fièvre qui en indiquent sans doute l'importance et les enjeux, demeure une réalité. Les uns et les autres ne pourront échapper à un passage par les fourches codines citoyennes. Ils feront une évaluation de promesses pour certains et la mesure d'une crédibilité des propositions pour d'autres. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges de Tchédiop. Une question certainement sur les lèvres. Vox Populi se la pose d'ailleurs. Comment Khalifa vit à la prison de Rebeuss? Vox Pop donne lui-même la réponse. Le maire de Dakar loge dans la chambre qu'occupait Karim Wade. Mais entre Vox Populi et l'Observateur, qui faut-il croire? L'interrogation est fondée au regard des informations contradictoires. L'Observateur, qui confie que Khalifa Sall est logé au quartier VIP, précise qu'il n'est pas dans la cellule de Karim. Il est seul dans une cellule d'un bloc aménagé pour lui et ses co-détenus. La presse du jour ne lâche pas le morceau. L'affaire Khalifa Sall occupe les manchettes. L'heure est, comme qui dirait, à la bataille des procédures. Oui, cette bataille a commencé. Et ce sont les deux comptables de la ville de Dakar qui ont ouvert le bal. Selon l'Observateur, Ibrahima Touré et Mamadou Omar Bokoum, inculpés et placés sous contrôle judiciaire, contestent le réquisitoire du parquet. Ils ont écrit au doyen des juges d'instruction une correspondance ayant pour objet contestation du réquisitoire introductif du procureur. L'Observateur souligne que les deux comptables publics reviennent sur le fonctionnement de la régie d'avance, le fondement juridique de la remise des fonds aux gérants et la responsabilité du comptable public dans le contrôle des pièces justificatives. Et pendant ce temps, Khalifa Sall peut compter sur le Bureau international des maires francophones dont il est le secrétaire général. Sud Quotidien rapporte que les maires francophones sont au chevet de leur secrétaire général. Dans un communiqué, l'AIMF s'est désolé de l'arrestation du maire de Dakar qui voit le rang de ses souteneurs grossir. C'est ce que note le journal Les Échos. Pour mon confrère, les maires francophones, cités et gouvernements locaux unis et métropolis le soutiennent et le qualifient de grand maire et de modèle. Quant à Abdoulaye Baldé, il dénonce et parle de 2 poids, 2 mesures. Mais se pose la question de son avenir. Politique bien sûr. La tribune s'y intéresse et veut savoir si la prison va être pour Khalifa Sall la rampe de lancement vers le palais de la République ou le cimetière de ses ambitions présidentielles. En tous les cas, le pouvoir veille au grain et l'on est bien tenté de croire que Macky Sall est hostile à l'opposition. Direct Info fait état d'opposants emprisonnés ou atteints par la limite d'âge. Quand Macky Sall enterre vivant ses challengers à la une de Direct Info. Mon confrère se fonde sur le fait que les opposants à son régime, les plus farouches ou supposés l'être, ont tous des démêlés avec la justice et la vieille garde de l'opposition constitue son principal bouclier dans la mouvance présidentielle. Enquête semble regarder dans la même direction et croit savoir que le fait de s'opposer au pouvoir est maintenant constitutif d'un délit. Depuis 2012 à aujourd'hui, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Leur photo à la une de Enquête. Baragaï, Khalifa Sall, Maître Amadou Sall, Karim Wade, Oumar Sarr, Bamba Fall, Aïda Ndiong, entre autres. L'auteur de l'invention du délit d'opposition, le journal cite nommément le président Macky Sall qui a désormais dans son viseur la coalition Tahaou Dakar. Cela après que le PDS a été soumis au rouleau compresseur de la justice. Des nouvelles de Aïda Mbodj. Le quotidien nous les donne. Pour les prochaines législatives, la responsable libérale va faire, on peut se le permettre, cavalière seule. Son mouvement veut aller seul aux législatives selon le quotidien. Aïda Mbodj a réitéré à Ziguinchor son refus de fusionner la liste de son mouvement avec celle de Oumar Sarr aux prochaines législatives. Un dossier à lire dans l'Observateur, un dossier sur les investitures pour les législatives de juillet prochain. Après les batailles à Benno Bokk Yakaar, le point dans les départements. À la une du journal Le Témoin, les confessions du patriarche Haji Taraf Samir. Ce conseiller municipal de Dakar Plateau déclare constater avec regret qu'aucun de ses compatriotes d'origine libanaise ne s'est inscrit sur les listes électorales. Une situation qu'il assimile à un manque de civisme qui est une honte pour la communauté libanaise. Pour lui, les jeunes Libanais doivent s'enrôler dans l'armée pour montrer leur appartenance à ce pays. En sport, la victoire du FC Barcelone en exergue ce matin, 6-1 contre le PSG, alors qu'à l'aller, les Parisiens avaient battu Messi et compagnie 4-0. Vox Sport parle de remontada exceptionnelle du Barça et stade d'incroyable remontada du Barça. À la DER de l'Observateur, le Barça réalise une remontada historique et sort le PSG. L'Obs qui annonce le match de cet après-midi en Zambie, la deuxième demi-finale de la CAN des U20. Sénégal-Guinée à 16h. Pour l'Observateur, les juniors sont aux portes de la finale
à vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur l'ébullition politique actuelle au Sénégal. Nous allons analyser tout cela avec deux intervenants, le professeur Moussa Diaw et le journaliste Pape Amadou Fall. Nous avons en ligne déjà les deux intervenants. Professeur Moussa Diaw, bonjour. Bonjour. Pape Amadou Fall, bonjour. Oui, bonjour Antoine. Alors, Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vous enseignez les sciences politiques. Trois sujets que nous devons décrypter: l'emprisonnement de Khalifa Sall, la fronde au Parti démocratique sénégalais, la frénésie à l'APR à quelques mois des élections législatives. Professeur, l'emprisonnement d'abord de Khalifa Ababacar Sall, quelle analyse politique ou quelle lecture politique faudrait-il en faire? Alors, je voudrais tout simplement rappeler ici les principes de base qui consistent donc à dire que tout responsable politique chargé de gérer les ressources publiques doit obligatoirement rendre compte de façon transparente sa gestion devant des institutions qui sont chargées de les contrôler. Ça, c'est un principe de base. L'autre aspect que je voulais rappeler ici, c'est surtout les pratiques politiques. Les pratiques politiques qui nous ont amenés aujourd'hui à une situation de contentieux ou de difficultés juridico-politiques. Ça veut dire tout simplement qu'il faut naturellement, me semble-t-il, changer de pratiques politiques. Changer de pratiques politiques, ce n'est pas simple. Ça relève donc d'une politique globale de moralisation de la vie politique. Je veux dire tout simplement qu'il faut qu'on change des représentations qu'on a du politique. La politique n'est pas une position d'accumulation de ressources, encore moins d'entretenir une clientèle politique. Donc ça veut dire tout simplement que la politique consiste à se mettre à la disposition des citoyens et d'édicter des politiques pour améliorer leurs conditions de vie. Ça veut dire tout simplement qu'il faudra naturellement que l'on revoie, que l'on repense notre façon de vivre la politique et notre façon, nos engagements, surtout ceux qui ont des responsabilités vis-à-vis des populations et avoir souvent la possibilité de rendre compte, d'éclairer et d'orienter les politiques et de clarifier la politique menée. Justement, cette affaire, est-ce qu'elle peut être rangée dans la logique d'une bataille politique? Oui, il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures. Il est vrai que il y a une combinaison de situations, c'est-à-dire que il y a une superposition de situations qui font qui fait que le doute plane dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on fait une imbrication de logique, des logiques politiques et des logiques judiciaires. Ça veut dire tout simplement, s'il y avait un décalage entre la procédure judiciaire et les pratiques politiques, notamment ce qu'on peut considérer comme étant une forme de lutte contre tous les opposants à travers d'emprisonnement de certains responsables politiques. Ça veut dire que si le contexte n'engendrait pas des réalités politiques, des enjeux électoraux, on pourrait penser effectivement qu'il y a une tendance à moraliser la vie politique. Et dans ce sens-là, il ne faut pas qu'il y ait que les gens échappent à la nappe. Ça veut dire tout simplement que tous ceux qui ont géré et qui sont plus ou moins impliqués dans des affaires similaires doivent rendre compte de ça de leur position politique. Professeur, on revient à vous tout à l'heure. Pape Amadou Fall, c'est le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre politiquement parlant dans cette affaire Khalifa Sall? Pape Amadou Fall, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. D'accord. Moi, je me contente pour le moment de faire une lecture au premier degré. Pour dire qu'il y a des faits et les faits sont constants. Je m'arrête à ce niveau dans un premier temps pour dire que si l'inspection générale d'État n'avait pas relevé certaines choses au niveau de la mairie de Dakar, Khalifa Sall ne serait pas aujourd'hui en prison. Et par rapport à la constance des faits, l'on nous parle de factures fictives, de l'argent qui a été donné directement au maire. Sa défense n'a pas su
relever tout cela pour dire que c'est faux. Parce que je n'ai pas entendu une seule fois un seul avocat de Khalifa Sall dire qu'il n'y a pas de fait. Dès lors que cela est établi, la justice ne peut que se saisir de cette affaire-là. Maintenant qu'on nous dise que Khalifa Sall, pour le deuxième degré, qu'on nous dise que Khalifa Sall est un responsable politique, oui, c'est parce qu'il y a une cabale contre lui, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais s'il n'avait pas les mains sales, aujourd'hui, il ne serait pas entre les mains de la justice. On présume peut-être qu'il a les mains sales. Présomption. On est à l'étape de présomption. Oui, je suis à l'étape de présomption aussi. Oui. Je dis par rapport à sa défense, je dis, l'on dit qu'il a les mains sales. Moi, je ne dis pas que Khalifa Sall a les mains sales. On l'accuse d'avoir détourné 30 millions de francs par mois, je ne sais pendant combien de mois. Il aurait dû acheter avec du riz et du mil. Il n'a pas pu se défendre par rapport à cela. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il est entre les mains de la justice. Très bien. Alors, le deuxième sujet que nous allons aborder avec vous tout à l'heure, Pape Amadou Fall, c'est la fronde au PDS. Ben, professeur Moussa Diaw, oui, une analyse de cette situation, cette dissension au sein du Parti démocratique sénégalais, Aïda Mbodj qui va faire cavalière seule, comme l'a dit tout à l'heure Georges Déthié, et puis d'autres responsables qui dénoncent l'attitude de la direction de ce parti. Commentaire ou analyse? Oui, le PDS traverse une zone de turbulence, on l'a dit. Vous avez vu, il y a eu une fronde qui s'était dégagée pour mener une opération contrairement aux directives donc du parti. Donc ça montre bien qu'il y a une fragmentation au sein de ce parti-là. Et cette fragmentation est liée à cette absence de leadership, parce que président Ouad, l'ancien président qui dirige, qui est responsable de son parti, est loin, donc il n'a pas le contrôle de ce parti. Ce qui veut dire tout simplement, il y a des confrontations, il y a la lutte de leadership au sein de ce parti. Et ce qui explique que certains qui ont des ambitions politiques s'en écartent pour penser leur avenir politique autrement, en créant des mouvements comme l'a fait Aïda Mbodj, et qui certainement va faire une liste avec d'autres au-delà des considérations de ce parti-là. Très bien. On revient à vous pour aborder le dernier sujet. Pape Amadou Fall, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le PDS est un navire qui va à volo? Oui, tout à fait. C'est un navire qui va à volo, d'autant que le gouvernail est totalement aujourd'hui disloqué, parce que tout simplement, le capitaine de navire n'est pas là. La débandade. Oui, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser. Parce que tout le monde sait que quand Abdoulaye Wade est présent au Sénégal, oui, il y a une certaine discipline au sein de ce parti. Mais dès lors que le vieux part et reste très loin de ses bases, ça va à volo. Et quelque part, c'est dommage. Parce que quand je dis c'est dommage, parce que nous avons besoin quand même dans ce pays d'une opposition forte, disciplinée, et vraiment qui sache prendre les choses en main. Le PDS qui est en train de se désagréger de cette manière-là, on voyait venir les choses depuis quelque temps. Souleymane Ndéné, plus personne ne l'entend. Si vous suivez les réseaux sociaux de manière générale, vous voyez le comportement d'un Farba Senghor qui envoie des messages tellement incendiaires qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait encore dans ce navire-là. Donc, cela a été attendu, malheureusement pour l'opposition sénégalaise, malheureusement pour le Parti démocratique sénégalais. C'est le pays qui en pâtit, et c'est tant mieux peut-être pour ceux qui sont dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Très bien, vous gardez la ligne. Alors, professeur Moussa Diaw, pour terminer, la frénésie à la paire et les positionnements en vue des législatives, décryptage. Oui, vous savez, il y a des enjeux politiques qui se dessinent à l'horizon, et ce qui explique justement les positionnements des uns et des autres. Ça veut dire tout simplement que c'est important dans une démocratie de temps en temps d'arriver à une forme d'évaluation du politique devant les citoyens. Et ça montre également que les partis politiques ont des problèmes. Ont des problèmes de structuration, on l'a déjà dit. Même les partis majoritaires, qui est une coalition qui n'est pas du tout solide, il y a des frictions à l'intérieur même
de la paix, sans compter les autres partis qui cherchent à se positionner pour occuper une place parce que les enjeux sont importants au niveau de la majorité. Donc ça montre aussi qu'il y a un manque de structuration, il y a un manque de leadership au niveau même des départements. On a souvent assisté à des affrontements entre leaders pour se positionner parce qu'il n'y a pas une discipline de parti. Et chaque fois d'ailleurs, le président intervient pour recadrer. Mais il n'est pas écouté. Mais il n'est pas écouté parce qu'il n'y a pas une structuration, parce que au niveau local, il n'a pas intronisé des gens pour leur donner une certaine légitimité au sein de leur parti. Et ça fait défaut. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de ce parti. Tout comme aussi dans l'opposition. Donc chacun essaie de s'organiser pour les prochaines échéances et on va arriver à des tensions, mais il convient quand même que dans une démocratie, on a besoin de confrontation au niveau des idées. On a besoin aussi de respecter les règles du jeu, de la contradiction, de débat d'idées, et puis aussi de voir comment on peut trouver un consensus pour un apaisement dans un espace démocratique qui a de l'avenir pour diriger le pays. Professeur Moussa Diaw, je vous remercie. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous enseignez les sciences politiques. Pape Amadou Fall, pour boucler, la paix fera-t-elle incontestablement face au casse-tête des investitures? La question est extrêmement difficile, délicate, parce que tout simplement aujourd'hui, ils sont dans une phase d'ajustement, évidemment, justement, pour éviter que l'on aille aux élections de juillet prochain en ordre dispersé. Nous l'avons déjà vécu lors des locales de 2014, et cela avait fait extrêmement mal à la paix, mais également à la majorité présidentielle de manière générale. Aujourd'hui, recadrer tout cela, des tentatives sont en train d'être faites par-ci et par-là. Il y a des leaders qui se lèvent pour dire non, il ne faut pas que l'on se retrouve dans une posture où l'on sera affaibli parce qu'il y a des listes dissidentes. Les listes dissidentes risquent de faire extrêmement mal. Depuis que la paix existe quasiment, l'on parle d'armes mexicaines. Personne n'écoute personne, et même le chef, quand il s'adresse à la troupe, les gens tournent le dos d'une certaine manière. C'est inacceptable pour un parti. C'est vrai qu'il y a une discipline à imposer, je dis bien, à imposer aujourd'hui au sein de ce parti pour lui permettre peut-être... Difficile d'imposer cette discipline apparemment. Comment? J'ai dit difficile d'imposer cette discipline apparemment. Oui, impossible d'imposer cette discipline parce que tout simplement, le parti n'est pas encore structuré. En tout cas, pas suffisamment. Des voix s'élèvent pour dire, le président m'a positionné, je suis la voix qui doit être prépondérante. D'autres disent, ah non, cela ne peut pas se faire parce que c'est à la base de se prononcer. C'est ça aujourd'hui la difficulté majeure que vit ce parti, la paix. Bon, l'on verra peut-être d'ici le mois de ça va donner. Parce que au moment du dépôt des listes, il faudra quand même qu'un certain cadrage soit fait. Absolument, il faudra arbitrer. Les autres vraiment à pouvoir s'entendre et dire nous sommes derrière le chef parce que c'est lui au bout du compte qui compte pour qu'on lui donne la majorité absolue. Très bien, Pape Amadou Fall, je vous remercie. C'est moi, Antoine. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. C'est fini pour Point de Vue. La météo avant de vous quitter. Un ciel clair va prédominer sur une bonne partie du pays, hormis dans les localités sud où quelques nuages épars seront notés. La chaleur diurne restera fortement marquée sur la quasi-totalité du territoire, avec des pics de température qui vont avoisiner les 42 degrés sur la plupart des régions de l'intérieur. La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie sur le littoral où les minimums vont varier entre 18 et 20 degrés. C'est la fin de cette édition. Rappel des titres. La mairie de Dakar, sous délégation spéciale, ce n'est pas l'enjeu dans l'affaire Khalifa Sall. Une déclaration du porte-parole du gouvernement Seydou Gueye dans l'affaire Khalifa Sall. Moussa Sy critique ce qu'il appelle la sortie tardive de l'association des maires du Sénégal. Et le maire de Diourbel dit clairement qu'il ne soutient pas l'édile de Dakar, Khalifa Sall.
Kaolack, dialogue de sourd entre le Conseil national de la jeunesse et l'inspecteur régional de la jeunesse. Les deux parties se braquent. C'est par rapport au choix de la personne qui doit diriger la commission régionale chargée d'organiser la semaine nationale de la jeunesse dans le Saloum. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Aloudiassé. Réalisation Babacar Fall. À 13h, Sohnangodengom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi.